Et nous poursuivons notre visite du musée Picasso dans les étages supérieurs. C'est là qu'on va découvrir aussi l'univers qu'affectionnait Picasso, les peintres qu'il aimait et aussi les photographies. Et nous allons le faire en compagnie de son petit-fils, Olivier Widmeyer Picasso. Merci beaucoup, Olivier, de venir avec nous, en notre compagnie, visiter cette exposition. Alors, et là, nous voici au fond dans l'intimité de Picasso avec ses photos. D'abord, on sait que Picasso aimait bien se faire photographier. C'est certain que mon grand-père a ouvert largement ses portes, dès son arrivée à Paris, finalement, aux photographes. D'abord parce que la photographie a été d'abord une crainte. Il a pensé qu'elle allait tuer la peinture, et puis après s'être approprié l'appareil photo, comprendre son fonctionnement, comprendre ses limites et aussi ses perspectives, il a su devenir le sujet de l'objectif. Alors là, on a pas mal de photos. Est-ce qu'il y a une préférence? Est-ce que vous avez une préférence Ce qui est important de voir ici, c'est l'homme au travail. Oui. Par exemple, cette photo prise à la Californie, à Cannes, montre comment non seulement la photographie illustrait son travail et son attachement à ce travail, mais aussi, en quelque sorte, comment il avait habité les lieux et les avait transformés en studio, en atelier d'artistes. Parce que l'atelier et la maison, ce n'était qu'un même espace, d'une certaine façon. Exactement, tout comme sa vie personnelle était la source de sa création. Ça ne faisait qu'un. Eh bien justement, on a parlé de ces photographies, cher Olivier. On va voir comment Picasso utilisait l'image, la photo, le film, comment il a créé un personnage à partir de ça, comment il s'est construit ce personnage. Et d'ailleurs, d'autres artistes, à sa suite, l'ont imité, comme Andy Warhol. Cette photo de Robert Doisneau est sans doute l'image la plus connue de Pablo Picasso. L'artiste est devenu peu à peu un personnage. Reprise par la publicité et le marketing, l'image laissée par l'homme à la marinière est entrée dans la mémoire collective. On s'est aperçu que cette photo où il porte la marinière était l'une des photos finalement qui était le plus reconnue et qui était le plus attribuée au personnage. Dans l'automobile, on fait toujours des études pour faire des pré-tests, des noms, pour voir la capacité d'évocation et immédiatement toutes les valeurs de créativité, d'innovation, d'imaginaire. C'est un nom qui donne beaucoup de valeur aux choses sur lesquelles il est porté. Et donc tout ça est sorti immédiatement. Cette image publique se construit d'abord sur des valeurs politiques pendant l'occupation et la résistance. À la fin de la guerre, Picasso adhère au Parti communiste qui mettra à son service la notoriété du personnage. Il était de tout son être le symbole de l'opposition au nazisme et au vichisme. C'était une prise de guerre très importante pour le Parti communiste. Je crois que Picasso en avait conscience. Au fond, je pense qu'il se sentait au-dessus de ça et il ne pensait pas que son image pouvait en pâtir. Il l'a fait avec une aussi grande liberté, au fond, qu'il faisait le reste. Le photographe Lucien Clergue, disparu depuis, était un contemporain de Picasso. Il lui avait dédié une grande partie de son œuvre. Pour les magazines, il y avait un personnage double parce qu'il était communiste, mais par ailleurs, il avait des tableaux très chers qui se vendaient surtout aux Américains. Alors, lui, ça ne le gênait pas. Les Américains, a priori, ça ne les gênait pas. Donc tout allait très bien comme ça. Picasso prend assez vite ses distances avec le Parti communiste français. La construction du personnage se déploie et prend de l'ampleur dans plein d'autres directions. L'image de Picasso se démocratise au moment où il ne peut plus incarner, disons, l'avant-garde. Donc on pense à Picasso comme, en effet, à l'art moderne, mais ça n'est plus sulfureux. Il est dans un registre désormais populaire et de popularité, disons, beaucoup plus large. Picasso, citoyen de Vallauris, qui, ayant mis sur pied une corrida, est venu en compagnie de son ami Jean Cocteau présider ce spectacle inhabituel au milieu d'une marée d'amateurs d'autographes. Corrida, conquête féminine, Picasso devient une personnalité médiatique. Un personnage parfois plus accessible que ses propres œuvres. Il impressionne les esprits et la pellicule au moyen de cette arme redoutable qu'est la séduction. Il y a des gens, vous pouvez leur faire 100 photos et vous n'en avez pas une de bonne. Avec Picasso, vous faites 100 photos, il y en a 80 de bonnes. Parce qu'il est photogénique, il prend bien la lumière, il a une façon d'être, et il a ce fameux regard, ce regard qui est le secret de tout. Et donc vous êtes fasciné, et les photos publiées dans les journaux, ça vous fait le même effet.
La société du spectacle et le star system sont en plein essor. Picasso comprend très vite le fonctionnement des médias. Journalistes et photographes se pressent autour de lui et il en joue. Picasso savait très bien que s'il se déguisait, il aidait le photographe. Parce que le photographe allait demander beaucoup plus d'argent pour la couverture de Time, de Life, de Paris Match. Une fois que l'image est fixée, c'est comme un maquillage, c'est comme un masque, ça protège. Vous êtes tranquille, vous dites toujours la même chose, vous apparaissez toujours avec le même t-shirt, vous êtes toujours coiffé de la même façon. Donc c'est une sorte de protection en fait. Et de cette façon, vous pouvez être encore plus libre d'être pluriel et d'avoir 1000 visages, 1000 personnalités, 1000 sentiments, 1000 sensations à la minute. Dans ce domaine, Picasso ouvre une voie. À l'heure des masses médias, des artistes comme Andy Warhol feront de leur image publique la matière même de leurs œuvres.